Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour tout le monde. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Pascal Bresson pour nous parler de sa bande dessinée sur les Klarsfeld, un combat contre l'oubli, édité chez La Boîte à Bulles. Bonjour Pascal. Bonjour Nathalie. Donc on s'était vu il y a quelques mois déjà maintenant, c'était à propos de votre bande dessinée sur Simone Veil, Simone Veil l'immortelle, qui est sortie en édition de luxe depuis. Je me suis demandé, vous avez fait après cette bande dessinée sur le couple Klarsfeld. Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir épuisé, même si on ne l'épuise jamais, ce sujet pour continuer un peu dans la même veine on est quand même un peu dans les mêmes sujets. Oui, quoi. Complètement. Alors, bonjour Nathalie. Alors, c'est vrai que quand on parle des époux Klarsfeld, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont deux personnes, un couple merveilleux, un couple âgé maintenant, puisqu'ils ont œuvré plus de 50 ans au service de la vérité et de la justice. On les appelait communément les chasseurs de nazis. Alors c'est vrai qu'à la suite du livre que j'ai réalisé Simone Veil l'immortelle aux éditions Marabule il y a quelques années maintenant, j'ai toujours été, on va dire, sur la thématique de l'injustice, du racisme, enfin bref, les combats contre tout ce que l'homme peut être le plus horrible dans ce monde. Et je trouvais que de raconter au travers d'un livre 45 ans de lutte, de combat contre l'obscurantisme au travers de Serge et Beat Klarsfeld, c'était quelque chose d'important, surtout pour la transmission et le devoir de mémoire. Donc, même support. Alors, c'est vrai que la bande dessinée, c'est votre support de prédilection. C'est aussi une manière de mettre à la portée d'un public plus jeune que si c'était une somme ou un roman ou un essai sur les Klarsfeld. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ludique, entre guillemets, voire accessible pour le public le plus jeune. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ça, cette transmission. Alors oui, ça me tient. Plus jeune, quoi. Ça me tient à cœur, d'autant plus que moi j'ai été élevé par ma grand-mère qui m'a vraiment inculqué la passion de l'histoire, la transmission, le devoir de mémoire. J'ai eu un grand-père qui était dans la division Leclerc, qui a fait la libération de Paris et de Colmar, donc j'ai quand même été baigné dedans. Mais surtout, je me suis rendu compte à travers mes bouquins, mes albums, puisque maintenant ça fait plus de 28 ans que je fais ce métier et je dois avoir un peu plus de 47 albums, qu'une transmission n'avait pas été faite. Il suffit d'aller dans les collèges ou parfois dans les lycées pour rencontrer des jeunes même de 18 ans qui... Un exemple, je vais dans un collège qui s'appelle Simone Veil, je demande à 50 élèves de 3e qui était Simone Veil, seulement 10 connaissaient le nom de Simone Veil, qui était Simone Veil, alors que leur propre collège s'appelle Simone Veil. Donc là, je me dis quand même, et depuis très longtemps, je me fais cette réflexion. Donc je me bats justement pour la transmission, parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les époux Klarsfeld se battent contre l'obscurantisme, mais l'obscurantisme, le mal, n'a jamais été aussi proche de nous, que même si je fais des livres à ma petite échelle, c'est toujours une petite pierre qu'on met à l'édifice, c'est une façon à moi de participer, de combattre et surtout d'être un acteur et pas un spectateur, parce que je voudrais pas que moi, en tant que grand-père depuis 1 an, je vois ma petite fille vivre dans une époque noire, et se dire j'ai été présent, j'ai rien fait, au moins j'ai participé au travers de mes livres. Et comme vous l'avez dit, Nathalie, la bande dessinée, c'est un bon support de communication pour les enfants. C'est une première clé qu'on leur donne pour ouvrir encore une fois la toute première serrure, après à eux, par curiosité, de trouver toutes les informations, que ce soit sur Simone Veil ou sur les époux Klarsfeld, sur Internet ou sur les livres. Parce que c'est vrai que à moins d'être vraiment un féru de lecture, quand on commence à se plonger dans les mémoires, ce sont quand même des gros pavés
de 1000-1500 pages, c'est pas forcément facile à lire. Donc la bande dessinée a ce moyen de simplifier justement ces gros pavés. Et ensuite, si un ou une enfant est intéressé, eh ben, c'est plus facile après ensuite de faire des recherches sur Internet ou de se procurer les livres. C'est vrai que le dessin permet un petit peu d'alléger l'information, même si dans votre livre, il y a quand même un gros souci d'information, avec beaucoup de faits historiques, de détails quand même. Là, sur les différentes, on y reviendra tout au long de la semaine, sur les différents moments clés de leur vie. Il y a quand même il y a beaucoup de documentation. D'ailleurs, ma question, c'était quel a été, votre matériau pour écrire ce livre, parce qu'on le sent quand même très, très documenté, quoi. Alors, il faut savoir que depuis tout petit, depuis mon adolescence plutôt, je suis donc, comme vous le savez, un féru d'histoire, mais surtout un féru de grandes personnalités. À 15 ans, je lisais Nelson Mandela, Martin Luther King, tous ces grands humanistes, Aimé Césaire, et j'avais déjà un pied dans la bande dessinée, puisque je côtoyais Tibet, celui qui faisait Ricochet Chic Bill, et René Follet, qui étaient deux grands maîtres de la bande dessinée bruxelloise, et ils m'avaient pris sous leur aile, et j'apprenais le métier. Et je m'étais toujours promis que le jour où je deviendrais professionnel, je me consacrerais à toutes ces personnalités pour pouvoir justement ne jamais les oublier, et notamment toujours par rapport aux jeunes, parce que je travaille vraiment que pour les jeunes générations, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes générations, voilà, ce sont des futurs citoyens et c'est notre avenir. Donc, j'avais ça en gestation. Et puis, quand j'ai eu terminé Simone Veil, et puis Elle s'appelait Sarah, qui traite aussi de la rafle du Veldiv, j'ai repris toutes mes notes et mes archives que j'avais gardées depuis les années 70-80 sur le couple Klarsfeld. Et c'est là que j'ai commencé donc à construire mon chemin de fer, comme on dit, mon histoire, à me documenter davantage de plus en plus, parce qu'entre-temps, évidemment, il y avait de plus en plus de livres, donc j'ai tout lu sur les Klarsfeld. J'ai même tout entendu, puisque Serge Klarsfeld a enregistré une série d'audios sur tous ses combats avec Beate. Donc j'étais vraiment au courant. Après, le tout, c'est de mettre tout en forme et puis essayer de faire un livre digeste et pas indigeste. C'est-à-dire que j'ai fait ce livre, puisqu'il y a quand même tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans une histoire historique, mais il y a un thriller, puisque faut pas oublier que Beate et Serge Klarsfeld, ce sont quand même eux qui ont traqué pendant plus de 12 ans le boucher de Lyon, celui qui a torturé Jean Moulin, et puis ce fameux Klaus Barbie qui a aussi arrêté et rafler les 44 enfants de la colonie d'Isieux. Donc une vraie saloperie. En fait, ces deux super-héros ont passé 45 ans, 50 ans à poursuivre, à faire juger, parce qu'ils étaient impunis, à faire connaître la justice et la vérité, et surtout faire juger excusez-moi le terme, mais c'est le cas, ces grands salopards. Alors, votre livre est préfacé par Serge Klarsfeld. J'imagine qu'il n'a pas dû hésiter très longtemps. Alors, c'est pas toujours évident, parce que vous savez, ce sont des gens qui ont un passé. C'est comme pour Simone Veil, quand je l'ai rencontré. C'est vrai qu'au début, quand on voit Simone Veil ou Serge Klarsfeld et Beate et Serge Klarsfeld, ils sont toujours un peu circonspects, parce que la bande dessinée, évidemment, on la connaît toujours à travers Tintin, Astérix, Gaston Lagaffe. Mais moi, j'avais quand même un support qui était Simone Veil l'immortel. Donc, ils ont pu voir qu'on pouvait raconter leur histoire avec justement une BD qui avait évolué comme le roman graphique, puisque maintenant, je fais que du roman graphique, c'est-à-dire on allie l'art et la littérature, et c'était beaucoup plus facile, puisque très difficile de raconter leur histoire 45-50 ans en 2 ou 3 albums. Donc c'était mieux de mettre un gros pavé de romans graphiques en BD de 200 pages. Ainsi, je pouvais tout mettre. Donc le premier rendez-vous, ça a été parce qu'ils habitent Paris. Donc j'ai fait Saint-Malo-Paris la première fois. Alors c'était assez marrant, parce que moi je les connaissais, parce que je les suivais déjà dans les années 70-80. Et là, pour une fois, je les voyais en chair et en os. Et c'était assez marrant, parce qu'on a beaucoup plus parlé
parler de leurs chiens parce que ce sont des gens simples et ce sont des gens tellement intelligents qu'en fin de compte, ils ont fait que leur mission en fait. Et c'est ça qui est formidable. Alors que moi, j'arrivais avec des tonnes et des tonnes de questions. J'avais des images dans les idées et dans l'esprit. Et quand j'ai discuté, en fait, on a beaucoup parlé d'animaux parce qu'ils sont férus d'animaux. Toute leur vie a été échelonnée d'animaux, que ce soit des chats ou des chiens. D'ailleurs, leur fils Arnaud défend la cause animale. Et quand j'en suis reparti, j'étais heureux parce que j'avais rencontré, entre guillemets, mes super-héros. Et puis l'aventure, après, a continué, bien évidemment. Des super-héros qui, eux, ont l'impression d'avoir juste fait leur devoir et pas du tout avoir l'impression d'avoir eu une vie extraordinaire ou d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, finalement. Alors qu'à nos yeux, ça l'est. Eux le vivent de manière beaucoup plus simple. Oui. C'était juste normal à leurs yeux, quoi. Alors on rentrera bien évidemment plus dans le sujet les prochains jours, mais dans leur esprit, évidemment, ils ont fait leur devoir, que ce soit Beat du côté allemand ou Serge du côté France, sous le régime de Vichy, sous le régime de Pétain, et aussi nazis et collabos. Donc pour eux, c'était normal parce qu'ils voulaient perpétuer le souvenir des victimes de la Shoah, puisqu'il faut savoir que Beat est allemande et que Serge est français d'un père juif roumain et déporté à Auschwitz. Donc voilà, c'était quand même deux rencontres improbables et pourtant le signe du destin les a frappés le jour de leur rencontre, puisque Eichmann, ce monstre SS, le jour de leur rencontre, avait été enlevé par le Mossad en Israël pour être jugé. Donc c'était un signe du destin, si je puis dire. Eux le vivent comme ça ? Ah, ils le vivent totalement comme ça. Et avec une vie prédestinée derrière, quoi. Une vie très riche et en rebondissements surtout. Oui, c'est vrai qu'à la lecture de votre bande dessinée, on se dit que leur vie est un roman d'aventure, quoi. Oh, c'est plus que ça, mais c'est vraiment... Oui, c'est un thriller à l'échelle d'une vie, quoi. Oui, alors c'est vrai que sur ces plus de 200 pages, j'ai pas voulu faire un biopic comme on trouve la plupart du temps, la naissance, l'adolescence, la vie, tout. Non, j'ai commencé vraiment, on va dire, par un moment fort, comme pour Simone Veil. D'ailleurs, la première page dans Simone Veil immortelle, c'est quand elle est dans son bureau et qu'elle a son dossier, la loi Veil, sous la main, et qu'elle est sur le point d'aller à l'Assemblée pour le présenter. Là, c'est pareil. Là, on est en 68, dans Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli, où là, elle se rend au congrès UDI. Donc, c'est le 7 novembre. Le 7 novembre 68. 7 novembre 68. Et c'est là... Alors, il faut savoir que tous les anciens, les grandes autorités, les magistrats, les juges et le chancelier allemand fédéral, qui s'appelait Kurt Kissinger, était un ancien nazi. Alors évidemment, il était nazi dans la propagande, mais c'était un nazi quand même. Et Beat... ce jour s'est fait remarquer, donc forcément en le giflant à Berlin, le 7 novembre, devant les photographes, devant les journalistes. Et on peut dire que les Klarsfeld sont rentrés dans la légende, puisque quand elle est passée derrière le chancelier, elle lui a asséné une gifle magistrale en criant « Nazi, nazi, nazi !» Et là, tous les photographes étaient sur elle. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand Kurt Kissinger, qui était tombé de sa chaise en se tenant sa joue, a posé la question « Est-ce que c'est là Klarsfeld ?» Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle l'avait déjà interpellé dans un autre congrès, le 2 avril 68, toujours à Berlin. Et donc, elle avait été expulsée. Là aussi, elle avait crié « Nazi, nazi », mais elle n'avait pas pu l'approcher. Et en novembre, elle s'était fait passer pour... quelques mois plus tard, elle s'est fait passer pour une journaliste et elle a pu passer derrière le chancelier et puis lui mettre cette fameuse gifle qui fait d'elle une légende. La personne qu'on connaît, quoi. Tout à fait. Bon, écoutez, on en reste là pour aujourd'hui. On y reviendra demain parce qu'effectivement, c'est un événement clé de l'histoire qui les a fait connaître. On laisse place à un petit peu de lecture comme le veut le format de l'émission et je vous dis à demain. Merci Nathalie. Pascal Bresson et Sylvain Dorange, Beat et Serge Klarsfeld, un combat contre l'oubli.
J'avais 8 ans, c'était la veille de la rentrée scolaire à Nice, le 30 septembre 1943. Au petit matin de cette nuit terrible, nous avons enfin pu sortir de notre cachette. Pendant des mois, nous avons vécu traqués, passant d'appartement en appartement, marchant dans la rue, ma mère sur un trottoir, ma sœur et moi sur celui d'en face. Nous savions que la mort pouvait nous rattraper à chaque instant. Et ton père ? Qu'est-il devenu ? Mon père a pris le chemin de Drancy, puis à Auschwitz, où il est arrivé le 30 octobre 1943 par le 61e convoi, parti de France. Frappé par un capot, il eut la force de répliquer en l'assommant. Il fut affecté aux travaux les plus durs et en mourut. Il s'est sacrifié pour nous. Face à l'ampleur du danger, mon père avait décidé de bricoler une cachette qui se fermait de l'intérieur. Il nous avait dit quelques jours avant la rafle : « Je suis fort, je survivrai, mais pas vous. » Mon père s'appelait Arno Klarsfeld. Tu sais, cette rafle était dirigée par Alois Brunner et par son commando de SS autrichien. Avant qu'il s'installe à Nice, en septembre 1943, la ville était occupée par des soldats italiens qui refusaient de déporter les Juifs. Du coup, la ville comptait plein de réfugiés. Ce Brunner a mené à Nice les rafles les plus brutales de l'Europe occidentale. Il faisait la chasse aux Juifs. Il nous était impossible de quitter la ville dont les accès étaient bloqués et placés sous contrôle policier, à commencer par les gares. Je suis désolée pour tout cela, Serge. Tu sais, chez moi à Berlin, on évitait de parler des actes du Troisième Reich. On vivait en se voilant la face et en se donnant bonne conscience. Je ne posais pas de questions. Mes parents n'avaient rien oublié ni rien appris des grands bouleversements qu'ils avaient traversés avec inconscience. Ils n'étaient pas nazis, mais ils avaient voté pour Hitler, comme les autres. Ils ne se reconnaissaient aucune responsabilité dans ce qui s'était passé sous le nazisme et ça suffit, Béate. Tu n'as pas à t'en vouloir et encore moins à te justifier. Regarde comme le destin fait bien les choses. Rien ne prédestinait notre rencontre sur un quai de métro. Toi, une Allemande, et moi, un Juif français. Pourquoi m'as-tu demandé si j'étais anglaise ? Ah ! C'était un piège, bien entendu. Une Allemande répond toujours « non » lorsqu'on lui pose cette question. Ensuite, il est trop tard pour se taire. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.